Bonjour à tous et bienvenue sur Fotizo on AI. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé de Deep Learning. Nous avons parlé de comment les images sont représentées et on a dit que les images ne peuvent pas être traitées de manière brute et qu'il fallait utiliser une représentation numérique pour que les modèles puissent être entraînés sur les images. Et pour cela, on a parlé des pixels. On disait qu'on représentait les pixels. Chaque pixel en fait de l'image permettait de représenter cette image. Là, on parle de l'image, mais qu'en est-il des textes, des mots? Comment sont représentés les mots concrètement? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, on y go. Les algorithmes de machine learning et de deep learning traitent des données sous forme numérique. Et les textes n'en font pas partie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sous forme numérique. Ainsi, pour que le texte soit traité, ou que l'on puisse implémenter un modèle qui permet de détecter des spams ou pas, il faut que le texte soit représenté sous format numérique. Pour ce faire, au fil des années, différentes méthodes ont vu le jour. Chaque méthode avait quelque chose de particulier, donc apportait une particularité afin de combler la lacune des précédentes méthodes. Et ce, dans le but d'avoir une représentation fidèle de plusieurs aspects du texte qui prennent en compte les caractéristiques linguistiques de ce texte. Nous allons ainsi donc parcourir plusieurs méthodes, les décrire et exposer leurs limites. Avant de commencer, on va définir quelques termes qui nous seront utiles pour la compréhension de l'explication suivante. Ce sont des thèmes que vous avez sans doute entendu parler, mais dans notre cas, ils n'ont pas forcément la même définition que vous connaissez. On va commencer tout simplement par le premier thème, c'est les mots. C'est quoi les mots en fait? Pour notre cas, on dit que ce sont les unités de base du langage, souvent séparées par des espaces ou des conventions grammaticales. Donc c'est comme un mot, chien, chat, etc. Ensuite, on a les tokens. Donc les tokens, ce sont des unités élémentaires, souvent des mots, mais aussi des sous-mots, des syllabes ou des caractères obtenus après un processus de tokenisation du texte. Donc la tokenisation du texte, c'est couper le texte en plusieurs morceaux tout simplement. C'est une technique qui est utilisée en traitement automatique de la langue. Donc par exemple, si on prend le cas du mot photo, on pourra le couper en faux et ensuite to, donc ça fera 2 tokens. Où on peut considérer qu'il s'agit de chaque caractère qui forme un token. Donc c'est des unités qu'on utilise dans le traitement automatique de la langue. Ensuite, on a le lexique, connu aussi sous le nom de vocabulaire, qui est l'ensemble des mots ou des tokens uniques utilisés ou connus dans un corpus ou un modèle. On a enfin les vecteurs de mots. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir la définition impérativement parce qu'on va les utiliser beaucoup dans la suite. Donc chaque mot sera représenté sous la forme d'un vecteur de dimension variable selon l'usage. Donc un vecteur, c'est vraiment une caractéristique mathématique en fait qui a plusieurs composantes. Donc on parle de, si on dit un vecteur de dimension 5, on aura 5 composantes en fait. Vous voyez ça comme ça et puis il y aura des exemples pour vous montrer la forme des vecteurs si vous ne connaissez pas. Maintenant que nous avons défini quelques termes, nous pouvons entrer dans le but de la vidéo bien sûr. Donc on va commencer par la première représentation qui s'appelle One-Hot Encoding. Ne me demandez pas la signification en français parce que je trouve que c'est pas très intéressant. Je préfère la laisser en anglais. C'est une représentation qui permet de distinguer chaque mot d'un vocabulaire parmi les autres. Donc le vecteur correspondant à un mot est de taille du vocabulaire et est constitué de 0 dans toutes les cellules à l'exception d'un seul 1 dans la cellule utilisée pour identifier le mot. Donc si vous ne comprenez pas, c'est juste l'exemple qui est juste à côté en fait qui vous permet de comprendre. Et la définition peut paraître assez complexe. Comment on va représenter les mots en one-hot encoding? C'est pour cela que j'accompagne cette définition d'exemple bien entendu. Supposons que notre vocabulaire est composé des mots suivants. Donc on a pomme, orange, mangue, ananas et banane. Donc ça nous fait au total 5 mots. Donc les 5 mots vont constituer notre vocabulaire. Donc le vecteur qui va représenter chaque mot sera de dimension 5. Parce qu'on a dit que le one-hot encoding, il faut la dimension en fait qui correspond au vocabulaire. Donc on aura un vecteur de dimension 5. Pour représenter chaque mot
de notre vocabulaire, on va considérer que chaque mot a une position. Donc, par exemple, là, en fait, on verra que le mot pomme sera à la première position, le mot orange sera à la deuxième position, mangue à la troisième, ananas à la quatrième et enfin banane à la cinquième position. Donc, maintenant qu'on a défini les positions de chaque mot, on peut construire le vecteur correspondant à chaque mot. D'abord pour le mot pomme, vu que le mot pomme est classé à la première position, on mettra 1 à cette position-là et le reste des composantes seront à 0. Donc, on aura 0 sur les 4 autres composantes. Puis, on passe au mot suivant, le mot orange. Étant donné que le mot orange est à la deuxième position, on va faire quoi? On va mettre 0 à la première, puis 1 à la deuxième et le reste sera à 0. Et on continue pour le troisième mot et on fait ainsi de suite pour les autres mots afin d'obtenir les vecteurs de chaque mot. Et voilà, on a une représentation one-hot de chaque mot de notre vocabulaire. Ici, dans notre exemple, on voit que chaque mot a un vecteur particulier qui le représente et c'est ce qu'on voulait finalement. Mais il faut savoir que cette représentation a beaucoup de limites. La première se situe au niveau de la taille des vecteurs. Étant donné que la taille du vecteur dépend du nombre d'éléments dans le vocabulaire, ce qui veut dire que si nous avons 100 000 mots dans notre vocabulaire, chaque mot sera représenté par un vecteur de 100 000 composantes avec une seule composante à 1. C'est énorme en fait. Une autre limite de la représentation one-hot encoding, c'est que c'est une représentation qui ne contient aucune information sur les données. En gros, les mots orange sans S et orange avec S n'auront pas la même représentation ni des représentations proches. De plus, il faut savoir qu'il n'y a aucune relation sémantique entre les mots proches. Par exemple, on ne dira pas que homme est sémantiquement proche de femme et que chat est sémantiquement proche des chiens parce qu'ils sont des animaux. Il faut savoir aussi que la représentation en one-hot encoding peut être utilisée dans certains cas lorsqu'on est face à des problèmes très simples. Vraiment très simples parce que c'est une représentation basique. Maintenant qu'on a vu la représentation one-hot encoding, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais on continue notre vidéo en passant à la deuxième représentation qu'on va traiter ce soir. Il s'agit du bag of words, encore connu sous le mot de sac de mots en français. À quoi ça sert et comment il fonctionne? Il faut savoir que le bag of words, connu sous le nom de sac de mots, je ne vais pas utiliser le thème sac de mots, je vais utiliser bag of words parce que j'ai l'habitude. Donc, le bag of words permet de représenter un texte sous une forme de vecteur en comptant les occurrences de chaque mot dans le texte. C'est-à-dire, on va compter le nombre de fois que le mot apparaît dans le texte tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle sac de mots. Il faut savoir que la méthode de représentation de texte bag of words est très proche de celle du one-hot encoding, du fait que les vecteurs qui représentent les mots ont la même taille, c'est-à-dire la taille du vocabulaire. Mais on a une différence qui est quand même importante, étant donné que le bag of words compte les occurrences de mots, alors que le one-hot encoding se contente juste de dire s'il est présent ou non dans le document. Donc, on voit clairement une différence. D'un côté, on a un compte des mots qui sont présents dans le document. De l'autre, on a juste est-ce que le mot est présent dans le document ou pas. Donc, il y a une différence là. De plus, avec le bag of words, on n'aura pas une représentation vectorielle d'un mot, mais d'une phrase. Donc, on pourra encoder facilement une phrase, en fait, ou un document, pour dire dans le document combien d'occurrences on a d'un mot. Voyons maintenant un exemple. Supposons les deux phrases suivantes. Donc, la première, il aime les fruits comme les légumes. La seconde, elle aime les légumes. Tout comme pour le one-hot encoding, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que vous le savez et dites-le haut et fort. On va construire le vocabulaire tout simplement. Et le vocabulaire, ça sera les mots uniques des exemples en fait, des deux phrases que j'ai données. Il sera constitué des mots il aime les fruits comme légumes, elle. Donc la taille du vocabulaire ici est 7. Ce qui fait qu'on aura un vecteur à 7 composantes. Je pense que vous le savez déjà parce que si vous avez bien suivi depuis le début, vous savez déjà en fait que ce sera un vecteur à 7 composantes. Maintenant qu'on sait que
on aura une représentation avec un vecteur à 7 composantes, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ainsi définir la position de chaque mot du vocabulaire pour le vecteur, comme on a fait pour le OneNote. Donc le premier mot, ça sera le, il sera à la position 1. Ensuite, on aura tous les mots ainsi de suite en fait. Donc vous verrez, l'exemple est juste là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a notre vocabulaire, on va procéder de la même manière que on a fait pour le OneNote encoding. Mais cette fois-ci, on va compter le nombre d'occurrences de chaque mot du vocabulaire pour chaque phrase. Donc on va prendre la première phrase d'abord. Le mot il. On voit qu'il est répété qu'une seule fois, donc on va mettre 1. Ensuite le mot aime, répété une fois, donc on met 1. Ensuite le mot lait. Comme il est répété 2 fois, on mettra 2. Et on fait cela ainsi de suite pour les autres mots pour former notre vecteur qui représente la phrase. La dernière composante du vecteur est le mot elle, qui n'appartient pas à cette phrase, donc sera répété 0 fois. Donc on mettra 0 à cette composante. Puis on va passer à la deuxième phrase qui ne contient pas les mots il, fruit, comme. Ainsi les composantes correspondantes à ces mots seront mis à 0 et le reste à 1 car ils appartiennent à cette phrase. Ici on vient de former en fait les vecteurs correspondant à chaque phrase. Donc tout comme le OneNote encoding, il faut savoir que le bag of words a plusieurs limites. Et je pense que vous savez de quelle limite je vais parler, bien sûr de la taille du vecteur, parce que on a dit précédemment que les vecteurs c'était la dimension du vocabulaire, et si la dimension du vocabulaire est énorme, donc si le nombre de mots dans notre vocabulaire est énorme, on aura aussi un vecteur de dimension énorme, et ça c'est compliqué. Ensuite, il faut savoir que le bag of words ne gère pas bien les mots inconnus, tout comme le OneNote en fait. C'est-à-dire s'il y a un nouveau mot qui apparaît qui n'était pas dans notre vocabulaire, il ne sera pas pris en compte, il ne sera pas représenté. Une autre limite en fait du bag of words, c'est qu'il ne tient pas compte de la grammaire ou de l'ordre des mots. Ce qui peut entraîner une perte de sens et de contexte, tout simplement. Il ne tient pas compte aussi des synonymes, de la polysémie, tous ces thèmes linguistiques que vous n'avez peut-être jamais entendu ou peut-être vous avez entendu, mais il ne tient pas compte. C'est-à-dire, linguistiquement parlant, il ne faut pas l'utiliser en fait. Il ne représente pas la linguistique dans le texte, clairement. Donc par exemple, si on prend le mot chien au singulier, le mot chien au pluriel, ça aura des représentations différentes. Pourtant, c'est le même mot, linguistiquement parlant. Donc on peut remarquer aussi que certains mots très fréquents dans les documents, comme les déterminants, auront toujours une grande occurrence. Pourtant, ce ne sont pas des mots qui sont importants. Donc, c'est l'une des limites aussi du bag of words. Donc, on voit ici que le bag of words a beaucoup de limites. Mais certains problèmes du bag of words peuvent être résolus par un traitement de texte qu'on appelle aussi du processing en amont, notamment en utilisant le stemming, la lemmatisation ou encore la suppression des stop words. Donc si vous ne savez pas tous ces thèmes-là, ce que ça signifie, je ne vous laisse pas comme ça, ne vous inquiétez pas, il y a une définition qui arrive. Déjà le stemming. Le stemming consiste à réduire les mots à leur racine ou à leur forme de base en supprimant les affixes, tout ce qui est préfixe ou suffixe. Et donc un exemple, c'est par exemple les mots donner, donneur, donnait peuvent être ramenés à don, qui est la racine en fait des mots. Donc cela va permettre de regrouper les mots ayant une même racine en une seule entité, réduisant la dimensionnalité des mots tout simplement. Ensuite, on passe à la définition de la lemmatisation. Donc la lemmatisation, c'est une approche qui est beaucoup plus rigoureuse du point de vue linguistique. Donc elle cherche à ramener un mot à sa forme canonique, appelée lemme, en tenant compte du contexte et de la grammaire bien sûr. Par exemple, marcher et marchait seraient traités de la même manière en fait. Donc, on va les ramener à marcher, à l'infinitif, mais avec un traitement qui respecte les règles de la langue bien sûr. Donc, la lemmatisation est souvent considérée comme plus précise que le stemming, bien que plus coûteuse en termes de calcul bien sûr. Enfin, la dernière définition qu'on va voir pour continuer ensuite notre vidéo, on va parler des stop words.
Donc, qu'est-ce que c'est que les stop words? Donc, les stop words sont des mots très fréquents dans une langue, comme et, le, de en français ou the and of en anglais. Ces mots, bien qu'essentiels à la grammaire, sont parfois pas très utiles en fait pour comprendre un texte. Donc, ils n'apportent généralement pas de valeur significative à l'analyse du texte, tout simplement. Ainsi, souvent, ce qu'on fait en fait dans le traitement automatique de la langue, quand on veut représenter le texte, on les supprime tout simplement et on garde que les thèmes les plus pertinents. En appliquant ces différentes techniques, la lemmatisation, le stemming ou encore la suppression de stop word, on peut améliorer la performance des modèles utilisant le bag of words en réduisant le bruit et en conservant les informations les plus pertinentes, les plus importantes du texte. Mais malgré cela, certaines limites persistent. Par contre, d'autres limites ne peuvent être comblées par l'utilisation de méthodes de processing. Donc, il faut donc des méthodes beaucoup plus avancées et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je parlerai de TF-IDF et d'embedding. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est et connaître les méthodes les plus avancées, vous savez ce que vous avez à faire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.